Salut tout le monde. Ce soir, nous allons plonger dans un matin pas comme les autres. Enfin, pas comme les vôtres, en tout cas. Ici, c'est le petit jour médiéval qui se lève sur un quartier où les coqs chantent trop tôt, les pavés sont encore humides de la pluie nocturne, et les murs suintent d'histoires qu'on ne raconte pas à la messe. Vous êtes là, roulé en boule sous une couverture grattante qui sent le foin humide. L'air qui vous pique le nez est glacé, et même vos orteils, pourtant habitués, protestent silencieusement. Vous ne survivrez probablement pas à ça, mais pour l'instant, il faut tenir jusqu'au soir. Avant de vous mettre à l'aise, prenez un instant pour aimer la vidéo et vous abonner, mais seulement si vous appréciez vraiment ce que je fais ici. Et puis, dites-moi en commentaire où vous êtes et quelle heure il est chez vous. Maintenant, tamisez les lumières, allumez peut-être un ventilateur pour un léger bourdonnement de fond. Et commençons ensemble l'aventure de ce soir. Vous ouvrez les yeux, non pas grâce à un réveil, mais au son d'un seau renversé quelque part dans la cour, suivi d'un juron bien senti. Le jour n'a pas encore pris ses couleurs, mais déjà, les bruits de la ville s'invitent dans votre chambre. Un marchand qui installe ses étals, un enfant qui pleure parce qu'il a laissé tomber son morceau de pain, et quelque part, un chien qui se dispute un os avec un autre chien. L'odeur qui monte de la rue est un mélange peu engageant de fumée, de soupe aux oignons et de boue fraîchement piétinée par des sabots. Vous repoussez la couverture. Erreur. L'air froid s'infiltre aussitôt comme un intrus et vous fait regretter d'avoir bougé. Pas de feu ce matin, la tenancière a décidé que le bois coûtait trop cher. C'est ça, vivre ici. Tout est calculé, tout est rationné, sauf les exigences qu'on a envers vous. Vous enfilez vos bas, enfin, ceux qui restent entiers, et vous les attachez avec un ruban qui a connu des jours meilleurs. Dans la pièce voisine, 2 filles chuchotent. Vous tendez l'oreille, elles parlent d'un client de la veille, un voyageur qui a payé en pièces d'argent, mais dont la moitié est fausse. La tenancière s'en est rendue compte, et elle est déjà d'humeur orageuse. Vous savez qu'il ne faut pas croiser son chemin le matin, pas avant qu'elle ait bu son premier bol de bière. Oui, de bière. Le café, inconnu ici, et le thé, c'est pour les moines riches et les marchands d'Orient. Un coup sec à la porte. Allez, debout, la rue s'anime. C'est elle, la voix râpeuse et sans appel. Vous vous levez d'un pas traînant, attrapez votre jupe, un tissu lourd, un peu trop usé aux ourlets, et commencez à l'enfiler. Par la fenêtre étroite, vous apercevez déjà un convoi de charrettes passer, les roues éclaboussant les passants de boue brune. Le premier objectif du matin, c'est se montrer. Pas encore pour travailler, non, mais pour rappeler à ceux qui passent que vous êtes là. On pourrait croire que les clients se bousculent. En réalité, c'est un marché comme un autre, avec ses jours creux et ses jours de foire. Aujourd'hui, difficile à dire. Les foires attirent du monde, mais elles attirent aussi la concurrence. Des femmes venues d'autres quartiers, parfois plus jeunes, parfois plus habiles à soutirer des pièces. Un vieux souvenir vous revient. La première fois que vous avez passé un matin ici, vous aviez naïvement cru qu'on vous laisserait dormir. Erreur de débutante. Dans ce métier, la matinée n'est pas faite pour se reposer. Elle est faite pour observer, saluer, nouer des petits fils invisibles de conversation qui pourront servir plus tard. Le boulanger qui passe avec son panier, par exemple, pourrait avoir un cousin marchand à qui il glissera votre nom. En descendant l'escalier, vous manquez de trébucher sur le chat de la maison. Il vous lance un regard méprisant, comme si vous aviez envahi son domaine. Vous sentez encore l'humidité des marches, preuve que quelqu'un les a lavées ce matin, ou que la pluie a trouvé un chemin par le toit. Dans la cour, une marmite de soupe chauffe sur un petit brasero. L'odeur est rassurante, mais la perspective de boire un liquide gras et tiède ne vous soulève pas vraiment le cœur. Vous savez pourtant que ce sera la seule chose chaude que vous aurez avant la nuit. Une autre fille, Jeanne, vous tend un quignon de pain durci. Tiens, mange avant que ça ne devienne une arme contondante.
dit-elle avec un demi-sourire. Vous riez, ou plutôt, vous soufflez du nez. C'est votre première blague involontaire de la journée. Les historiens se disputent encore pour savoir si, dans certaines villes médiévales, les quartiers comme le vôtre étaient réellement surveillés dès le lever du jour, ou si c'était un mythe moral inventé par les autorités. Mais qu'ils en débattent, ici, vous voyez bien que le guet passe tous les matins, échange quelques mots avec la tenancière, puis disparaît en riant de quelque chose qu'elle leur a glissé. Probablement un petit pot de vin pour qu'ils ferment les yeux sur certaines activités. Vous sentez déjà la tension sourdre. Aujourd'hui, il faudra attirer l'attention juste assez, mais pas trop. Évitez les bagarres entre filles. Évitez de froisser un client potentiel. Évitez surtout de croiser la mauvaise personne au mauvais moment. La journée ne fait que commencer, et pourtant, vous avez déjà la sensation d'avoir vécu 3 heures de plus que tout le monde. Vous descendez à la pompe de la cour, puis vous vous souvenez qu'il n'y a pas de pompe. Ici, l'eau ne jaillit jamais d'un simple geste. Elle se négocie, se porte, se mérite. Vous attrapez le seau cabossé qui pend à un crochet, vous calculez mentalement le poids que prendront ces quelques litres, puis vous grimacez. Le puits du voisin ouvre seulement quand son neveu décide de se lever. Et son neveu a le sommeil lourd comme une enclume. Alors, vous improvisez la toilette sans eau courante, la vraie chorégraphie médiévale. Un linge tiède, un bol où trempe un peu de vinaigre, et ce savon brunâtre à l'odeur de suif que quelqu'un a appelé parfumé pour vous faire rire. Bonne nouvelle, ça marche sur la boue. Mauvaise nouvelle, ça marche aussi sur votre patience. Vous commencez par les mains parce qu'elles font tout et qu'elles disent trop. Vous frottez, vous rincez à l'économie, vous séchez au pan de jupe, vous recommencez. Les ongles abrident parfois des secrets, vous les grattez avec le petit couteau que vous gardez caché dans le lassage. Pas pour vous battre, non, juste pour avoir l'air prête. Puis le visage, un linge propre, un soupçon d'eau vinaigrée, des gestes délicats. Le vinaigre pique, mais il vous débarrasse de la nuit et, accessoirement, d'une part de timidité. Pendant que vous tapotez vos joues, vous sentez derrière vous le regard du chat de la maison. Il juge votre technique. Sa fourrure est impeccable, bien sûr. Première blague du matin. Vous vous jurez d'apprendre ses méthodes, puis vous renoncez. Vous manquez d'enthousiasme pour lécher votre propre coude. Vous sortez la petite boîte en bois qui contient votre trésor. Un peigne en bois de buis, aux dents serrées, une poudre de dentifrice à base de sel, de sauge et d'écorce pilée, un étui de fil et d'aiguilles, un pot de parfum solide, mélange de graisse et d'herbe, et une petite fiole d'eau de rose qu'il faut économiser comme si chaque goutte coûtait une amitié. Le peigne d'abord, vous tirez, vous démêlez, vous soupirez. Vos cheveux ont dormi comme une meute de loups. Vous les ralliez, mèche après mèche, et vous les tressez avec application. Dans ce métier, la chevelure parle plus vite que votre bouche. Elle raconte si vous tenez encore debout. Vous fixez la tresse avec un ruban rescapé. Voilà. On dirait presque une personne qui a choisi l'ordre. Le grand fait du jour, et c'est un fait historique que vous portez sur vous comme une chemise, c'est que votre chemise, justement, est en lin. Le lin absorbe, filtre, éloigne le corps de la laine rude qui gratte. Beaucoup croient que les gens du Moyen Âge vivaient dans une crasse univoque. En réalité, on sait que le linge, lavé plus souvent que la peau, servait d'intermédiaire propre entre vous et le monde. Les étuves, bains publics, existent encore dans certaines villes, et vous y allez quand la chance sourit pour vous plonger dans une cuve tiède, sentir la vapeur ramollir les nœuds de vos épaules. Les historiens se disputent encore pour savoir si la population se baignait fréquemment ou si les étuves servaient surtout de lieu de rencontre et de sociabilité parfumée de menthe, mais dans votre expérience, une demi-heure de chaleur suffit à redonner foi en l'humanité et en vos genoux. Aujourd'hui, pas d'étuve, trop cher. Vous frottez vos dents avec la poudre. Le goût salé et herbacé vous rappelle le ragoût de la veille.
Vous souriez malgré vous. Vous passez un morceau de tissu entre les dents. Vous rincez avec une gorgée d'eau claire, gardée dans un gobelet depuis la nuit. Vous vous souvenez de la soupe aux oignons du petit matin et vous décidez que personne n'a besoin d'en deviner la carte. Une touche d'eau de rose sur les tempes, une autre au creux des poignets. Vous hésitez à en mettre sur la tresse, puis vous vous dites que c'est gaspiller la prière, et vous avez déjà suffisamment de prières en cours. À côté de vous, Jeanne fait l'inventaire des bobos. Une écharde au doigt, une griffure mystérieuse sur la cheville, probablement une porte qui s'est défendue, un bleu à la hanche. Elle sort une petite pochette d'herbe, thym, armoise, plantain. Elle vous montre comment écraser les feuilles entre deux galets tièdes pour fabriquer une pâte verte à appliquer comme cataplasme. Ce n'est pas la médecine des moines, mais ça apaise. Deuxième blague du jour. Vous baptisez la mixture crème miraculeuse de Sainte quelque chose. Jeanne souffle du nez. Sainte patience, propose-t-elle. Amen. La tenancière surgit dans l'embrasure comme un personnage qu'on aurait sculpté dans une planche de chêne. Pas d'odeur de chèvre, mes filles. Aujourd'hui, la ville reçoit des marchands italiens. Eux, ils aiment que ça sente la figue et l'encens. Vous haussez un sourcil. Vous n'avez ni figue ni encens, mais vous avez un sachet d'herbes sèches que vous glissez discrètement dans votre corsage. Lavande, si votre mémoire est fidèle. Il paraît que certains quartiers obligent les femmes à porter un signe distinctif. On raconte des rayures, des voiles, des capuchons. Ici, la marque, c'est l'odeur qu'on attend de vous. Pas trop forte, pas trop vraie, juste assez fabriquée pour rassurer l'acheteur. Les historiens se disputent encore pour savoir si ces règlements sur les signes vestimentaires ont été partout appliqués ou s'ils restaient lettres mortes entre deux crises de morale civique. Vous savez surtout qu'un parfum coûte plus cher qu'une morale. Vous reprenez vos gestes. Un soupçon de farine pour matifier le front luisant. Oui, de la farine. Elle est polyvalente. Pain le midi, matité le matin. Vous lustrez vos chaussures avec une goutte d'huile. Vous recousez vite un ourlet qui menace d'annoncer au monde votre genou gauche. Vous redressez le col. Dans le reflet vacillant d'un plat d'étain, vous vous évaluez. Le miroir ne ment pas. Il ne dit rien. Vous préférez les amis silencieux. Une anecdote vous revient, celle que racontait l'ancienne, partie l'hiver dernier vers un autre quartier. Un jour, la ville avait fait venir un maître des bains pour inspecter les étuves, vérifier la qualité de l'eau et la température des cuves. Le maître avait décrété que chaque baigneur ne devait pas rester plus longtemps que ne met l'eau à couler d'un sablier. Résultat, une file d'attente disciplinée, des sabliers partout et un brouhaha philosophique sur la meilleure façon d'employer ces grains de sable. On jure encore que quelqu'un a essayé de retourner le sablier en douce avec un pied agile. Troisième blague. Si le temps est de l'argent, ici, c'était au moins le prix d'un savon. Puisque vous n'avez pas le luxe d'un bain, vous avez celui des tissus. Vous changez de chemise pour une plus fraîche, vous secouez la précédente près de la fenêtre pour chasser la nuit. Vous avez appris l'astuce. Mieux vaut 2 couches fines qu'une seule épaisse. L'air circule, la peau respire et l'odeur vous oublie un peu. Vous frictionnez vos aisselles avec de la sauge émiettée. Vous glissez une pincée de poudre sèche dans vos chaussures. Ce n'est pas la mer à boire, mais c'est un pied à sentir. Vous pensez à ces recettes bizarres qu'on croise parfois chez les apothicaires ambulants. Pâte de miel et de charbon pour blanchir les dents, eau distillée de romarin pour les cheveux, vinaigre aux épices que les pèlerins appellent des 4 voleurs, un nom qui fait frissonner et sourire. Certains jurent que la civette et le musc rendent irrésistible. Vous préférez l'illusion plus discrète de la propreté. De toute façon, vous vous souvenez encore de cette fois où une fille a renversé 3 gouttes de musc sur sa robe. Toute la rue l'a senti avant de la voir. Quand tout est à peu près en place, vous étendez vos doigts engourdis au-dessus du brasero de la cour. De la marmite,
Une vapeur timide s'élève. L'odeur vous rappelle qu'il faudra ménager votre estomac comme on ménage une chandelle. Pas trop vite, pas trop tôt. Vous repensez au bois que la tenancière refuse de payer. Sans feu, tout prend plus de temps. Sécher, réchauffer, rassurer. Vous fermez les yeux une seconde pour mesurer l'énergie que vous venez d'investir à fabriquer l'idée d'une fraîcheur. La toilette, ici, n'est pas un caprice. C'est une armure invisible, le premier filtre entre vous et la ville. Au moment de sortir, vous attrapez votre petit pomander, une boule percée où vous avez coincé un chiffon à la lavande, et vous la faites rouler entre vos doigts. C'est votre talisman. Vous vous souvenez, en souriant, de cette autre mode absurde dont on a parlé un soir. La crème solaire à la crotte de crocodile dont se vantèrent les antiquaires exotiques. Vous avez juré que, si quelqu'un en propose, vous changerez de trottoir. Promis, vous n'êtes pas si désespéré. Enfin, pas avant midi. La porte s'ouvre sur la rue. Les pavés fument encore de la pluie. La lumière est blanche comme une feuille neuve. Et vous, vous êtes prête. Prête à prétendre, prête à négocier, prête à subsister. Vous sentez l'eau de rose s'évanouir déjà, mais vous gardez la posture. La journée vous attend, et elle aime les gens qui sentent la lavande. La lumière grise du matin glisse dans les ruelles comme une main froide. Vous avancez à petits pas mesurés, le tissu de votre jupe brossant contre vos mollets, tandis que vos yeux se font à la pénombre de la taverne la plus proche. Ce n'est pas encore l'heure des grands bruits, mais déjà, les bancs poisseux sont tièdes d'histoire de la veille. Vous n'êtes pas là pour boire, pas tout de suite, mais pour marchander dans l'ombre, comme on respire, discrètement, mais sans jamais arrêter. Un souffle d'air mêle l'odeur de vin rance à celle des braises étouffées. Au fond, un groupe de joueurs se dispute autour d'un gobelet. L'un prétend avoir gagné, l'autre jure qu'il a triché. Les dés roulent, les insultes s'échappent comme des miettes de pain. Vous vous installez à un endroit stratégique, ni trop près de la porte, courant d'air et regard indiscret, ni trop loin de la lumière. On doit voir votre visage, mais pas trop. Un premier client potentiel entre, un marchand ambulant, manteau taché de pluie, sacoche gonflée. Ses yeux balayent la salle, il hésite, puis s'assied 2 tables plus loin. Vous croisez son regard juste assez longtemps pour qu'il sache que vous l'avez vu, et que vous ne vous précipiterez pas. L'art est là, donnez l'impression que c'est lui qui décide. Vous touchez distraitement le bord de votre pomander, le faites rouler entre vos doigts comme si vous comptiez des prières. Les historiens se disputent encore pour savoir si les tavernes médiévales étaient réellement le centre des échanges annexes ou si cette réputation vient surtout des moralistes qui avaient besoin de coupables faciles. Mais à en juger par l'odeur d'argent et de vin mêlés ici, vous votez pour la première option. Vous avez vu plus de contrats scellés sur une table collante que dans le bureau d'un notaire. Une anecdote vous revient. Un soir, une de vos collègues avait parié une chope de bière qu'elle pourrait convaincre un marin ivre de lui offrir sa bague en cuivre. Elle avait non seulement réussi, mais avait fini par vendre la bague au même marin, le lendemain, qu'il avait oublié chez elle. Premier sourire de la journée. L'économie circulaire n'est pas une invention moderne. Vous sentez que le marchand ambulant observe encore. Il ne parle pas, mais ses doigts tapotent la table. Vous savez lire ce rythme. Hésitation. Vous détournez le regard comme si vous n'aviez pas de temps à perdre. C'est souvent là que la proie mord, quand elle craint de vous perdre. Une serveuse passe, dépose devant vous un pichet d'eau tiède. Vous n'avez rien commandé. Elle vous glisse un clin d'œil. C'est un signal. Le marchand a payé. Jeu lancé. Vous vous levez, doucement, avec le petit soupir étudié de celle qui ne voulait pas être dérangée. Vous traversez la salle. Les planches grincent sous vos pas. L'odeur de cuir mouillé monte de sa sacoche. Il vous invite, d'un geste bref, à vous asseoir. Vous le faites, mais pas complètement, juste sur le bord du banc, prêt à partir. La conversation commence par des banalités.
la pluie, les routes, le prix du sel. Puis vient la question détournée. Vous êtes d'ici? Vous répondez par une demi-vérité, comme toujours. Deuxième blague du jour. Il vous raconte qu'il transporte des étoffes de luxe et vous jurez voir un bout de sac de jute dépassé. Vous le taquinez. C'est de la soie invisible? Il rit, mais vous le sentez se redresser. La vanne a fonctionné. Il se met à parler davantage, à combler le vide. Et plus il parle, plus vous mesurez ce qu'il veut vraiment. Un fait historique majeur glisse dans la discussion. Ici, au Moyen Âge, le marchandage ne se limite pas au prix. On négocie le temps, la confidentialité, les services annexes, parfois même la sécurité. Ce n'est pas une transaction unique, c'est un paquet complet avec ses clauses implicites. Vous êtes à la fois marchandise et commerçante, cliente et vendeuse, témoin et actrice. À une autre table, un groupe de jeunes hommes, probablement des apprentis, vous observent avec une curiosité mal déguisée. Vous savez ce qu'ils se racontent. Chacun prétendrait pouvoir vous faire rire. Aucun n'oserait essayer. Vous les ignorez, mais vous enregistrez leur visage. La mémoire, ici, est un outil aussi tranchant qu'un couteau. L'air change soudain. Un garde municipal entre. Pas pour vous, juste pour boire. Mais sa simple présence tend les épaules autour de vous. Vous savez que la loi est fluctuante. Un jour, on tolère votre activité. Le lendemain, on décide qu'elle trouble l'ordre public. Les historiens se disputent encore pour savoir si ces contrôles étaient motivés par une réelle volonté de moraliser ou simplement par l'opportunité de prélever quelques amendes. Vous savez qu'une amende, c'est toujours un repas de moins. Le marchand finit par glisser quelques pièces sur la table. Pas pour tout de suite, mais comme une promesse. Vous laissez la main effleurer la sienne. Le contact est bref, calculé. Vous vous levez, reprenez votre place initiale, laissez la distance travailler pour vous. L'odeur de vin et de cuir reste, et l'idée aussi. Troisième blague du jour. En observant les joueurs de dés, vous vous dites qu'ils ont inventé la version médiévale du travail à domicile, perdre son argent sans bouger de sa chaise. Et vous, à votre manière, vous perfectionnez le vôtre. Les voix montent dans la taverne. Le bois colle sous vos doigts. La lumière de l'entrée est devenue plus blanche. La matinée avance. Les rues s'emplissent. Vous savez que vous ne conclurez pas tous les marchés ici, mais que chacun de ces échanges invisibles est une pierre de plus dans votre journée. Dans ce métier, on ne vend pas seulement son corps, on vend l'impression qu'on pourrait le vendre. Et cette nuance, personne ne la paie au juste prix. La porte de la maison close grince comme un vieux secret qu'on ouvre à contre-cœur. Vous rentrez, les joues légèrement rosies par l'air vif de la rue et par ce mélange d'attention et d'ignorance que vous avez récolté à la taverne. Ici, l'odeur change tout de suite. Cire, fumée et ce parfum un peu étouffant d'herbes séchées suspendues aux poutres. Vous savez que rien n'est laissé au hasard. Même ce parfum de fond, censé couvrir l'humidité et les relents d'huile, a été choisi par la tenancière. La maison a ses règles, toutes écrites quelque part dans sa tête et jamais sur un parchemin. Des règles qui ressemblent plus à des pièges qu'à des conseils. Par exemple, ne pas s'asseoir à la grande table avant que la tenancière ait pris place. Ne jamais refuser un client recommandé par un garde. Ne pas utiliser plus de 2 bougies dans votre chambre, sauf si c'est lui qui les allume. Et, règle d'or, ne pas parler de vos gains aux autres filles. Ce dernier point est d'ailleurs ironique. Tout le monde parle, tout le temps. Les historiens se disputent encore pour savoir si ces codes internes, transmis à voix basse, étaient communs à toutes les maisons closes ou propres à chaque ville. Certains affirment qu'il y avait une sorte de corporation avec des usages partagés. D'autres pensent que chaque établissement fonctionnait comme un petit royaume. Ici, vous êtes persuadés d'être dans un royaume. La tenancière est reine, les filles sont les dames de cour,
et vous êtes là pour jouer le rôle convenu. Une anecdote flotte encore dans les mémoires. Il y a quelques mois, une nouvelle arrivée avait eu l'audace de s'installer à la chaise près du feu, sans y avoir été invitée. On ne l'a pas revue longtemps. Officiellement, elle serait partie pour raisons personnelles. Officieusement, elle avait reçu tellement de corvées qu'elle avait préféré changer de métier. Première blague du jour. Vous vous promettez de ne jamais confondre un fauteuil et un trône. En traversant la salle, vous croisez Élise, qui compte ses pièces derrière un éventail cassé. Elle vous sourit à demi, le sourire de celles qui savent quelque chose que vous ignorez encore. Vous savez aussi qu'il y a des alliances temporaires, faites pour survivre à la semaine. Vous partagez parfois un repas, un conseil, un regard complice. Mais tout reste fragile. Les amitiés se dissolvent vite dans ce mélange d'argent, de jalousie et d'opportunité. Dans le couloir, un panneau gravé indique les tarifs officiels, mais c'est plus un décor qu'un règlement. En réalité, chaque fille fixe ses propres bonus selon le client, le moment et la manière dont la négociation a commencé. On pourrait croire que la tenancière s'y oppose. Au contraire, elle encourage cette flexibilité. Ça rend les comparaisons impossibles et les plaintes inutiles. Deuxième blague du jour. Un soir, vous avez vu une cliente, oui, négocier un tarif pour écouter une histoire au coin du feu. Et le plus drôle, c'est que ça a duré plus longtemps qu'un rendez-vous classique. Résultat, tout le monde a voulu proposer la formule. Comme quoi, on vend parfois du silence en l'habillant de mots. Le grand fait historique, c'est que dans certaines villes, les maisons closes étaient non seulement tolérées, mais aussi gérées par la municipalité. On percevait des taxes sur chaque transaction, on imposait parfois un uniforme. Les historiens se disputent encore pour savoir si c'était une façon de contrôler la santé publique ou juste une manière de remplir les caisses. Ici, aucune taxe officielle, mais la tenancière a ses méthodes. On appelle ça la part de la maison, et elle a la capacité magique d'augmenter les jours où vous gagnez bien. Vous vous souvenez d'une nuit où un client, un marin en escale, avait voulu payer avec une perle. La tenancière avait insisté pour la garder en sécurité. Le lendemain, la perle avait mystérieusement roulé hors de sa bourse. Depuis, vous gardez vos gains dans un coin cousu à l'intérieur de votre corset. Oui, c'est inconfortable, mais c'est comme avoir une petite banque portative qui ne dort jamais. Dans la pièce principale, le feu crépite paresseusement. Les filles s'installent autour, chacune dans sa zone. Il y a les silencieuses qui tricotent ou réparent leurs robes. Les bavardes qui partagent les rumeurs et les ragots. Et celles qui attendent, prêtes à sauter sur la moindre occasion. Vous observez. C'est une forme de jeu d'échecs, avec des robes à la place des tours et des éventails à la place des cavaliers. Troisième blague du jour. Vous pensez qu'un jour, il faudrait inventer un tournoi officiel. La grande compétition du sourire le plus rentable. Les spectateurs parieraient sur celle qui tiendra le plus longtemps sans cligner des yeux. La tenancière finit par entrer, posant sa main large sur le dossier de sa chaise attitrée. Silence immédiat. Même le feu semble se retenir de crépiter trop fort. Elle balaie la salle du regard, puis annonce d'une voix grave qu'un groupe de marchands étrangers arrivera ce soir. « Préparez-vous », dit-elle, et tout le monde sait que cela signifie « Soyez prête à improviser ». Les étrangers apportent des pièces d'or, mais aussi des habitudes imprévisibles. Vous vous levez, prête à retourner dans votre chambre pour ajuster quelques détails. Dans votre dos, vous entendez un murmure. « C'est toi qui t'occupes du marchand de ce matin ?» Vous ne répondez pas. Les alliances, oui, mais les confidences. Seulement quand elles vous servent. La cour arrière est un petit monde à part, loin de la façade présentable de la maison. Ici, les pavés sont disjoints, envahis de mousse, et l'odeur dominante oscille entre la fumée de bois et le chou mijoté depuis des heures. C'est là que se prend le déjeuner. Un moment moins glamour que les chansons de troubadour le laisse croire,
mais plus stratégique qu'il n'y paraît. Vous vous installez sur un tabouret bancal, la jupe soigneusement repliée pour éviter la boue. Devant vous, un bol de ragoût de légumineuses fumant, préparé par la vieille cuisinière que tout le monde appelle Mère Blé, même si elle n'a pas vu un champ depuis 20 ans. Le ragoût a cette texture rassurante qui colle un peu aux dents et qui ne demande aucune explication. Vous soufflez dessus, le goût de cumin et de poireau vous parvient mêlé à une pointe d'acidité, probablement le vinaigre qui remplace le sel quand il manque. Autour de vous, les filles se regroupent par affinité temporaire. Jeanne et Élise échangent des chuchotements rapides. Deux nouvelles discutent de la rumeur du jour. Un convoi de pèlerins arrivé en ville avec une bourse pleine et peu de jugement. Les historiens se disputent encore pour savoir si ces repas collectifs renforçaient la solidarité ou entretenaient une hiérarchie invisible. Ici, la hiérarchie est aussi claire qu'un ciel d'orage. Certaines mangent à l'ombre, d'autres au soleil, et les meilleures places se prennent avant même que la marmite ne touche la table. Première blague du jour. Jeanne, en voyant votre morceau de pain dur, vous glisse à voix basse. Garde-le. Il pourra servir d'arme en cas de dispute. Vous lui répondez qu'il vous servira surtout de cale pour stabiliser votre tabouret. Elle éclate de rire et l'écho adoucit un instant l'ambiance. Les conversations, elles, sont une autre forme de nourriture. On échange des nouvelles du marché, des potins sur un garde qui aurait 2 familles dans 2 quartiers différents, ou des souvenirs d'anciennes qui ont quitté la maison. L'anecdote du jour vient d'Élise. Elle raconte qu'une fois, un client lui avait confié un secret d'État, sauf qu'il était tellement ivre qu'il lui avait révélé l'adresse de son propre frère. Elle ne l'a su que le lendemain, en le croisant par hasard au marché. Un fait historique majeur traverse parfois la table. On sait que dans plusieurs villes médiévales, les maisons closes étaient situées volontairement près des marchés et des auberges, de façon à canaliser certaines clientèles. Les repas en arrière-cour n'étaient pas seulement un moment pour se restaurer, ils étaient une séance de veille stratégique. Qui est en ville, qui dépense, qui surveille, et qui vaut mieux éviter. Le ragoût refroidit vite, alors on mange sans se presser mais s'entraîner. Un chat rôde entre les jambes, dans l'espoir d'attraper un bout de viande. Vous lui donnez un pois chiche, il vous regarde comme si vous veniez d'insulter sa famille. Deuxième blague du jour. Vous lui murmurez que vous avez déjà mangé la viande et que c'est mieux pour lui. À un moment, Mère Blé sort de la cuisine avec une miche supplémentaire et lance. Celle-ci est pour celle qui sait la chanson du vieux meunier. Aussitôt, 3 voix s'élèvent, chacune massacrant la mélodie à sa manière. Vous restez muette. Mieux vaut économiser votre énergie vocale pour ce qui rapporte. Mais vous appréciez le spectacle, et la miche finit par atterrir chez Jeanne, qui en cassera un morceau pour vous plus tard. En arrière-plan, on entend le grincement du portail. Quelqu'un entre. C'est le garçon de course de la maison, un gamin aux joues rouges, qui vient rapporter des nouvelles du centre-ville. Les marchands italiens dont la tenancière parlait ce matin sont déjà installés à l'auberge Saint-Georges. L'information circule de bouche en bouche plus vite que la soupe. Vous sentez la tension monter d'un cran. Ce soir, la maison jouera gros. Troisième blague du jour. Élise, en entendant marchand italien, déclare qu'elle va devoir pratiquer son italien. Et vous savez qu'elle ne connaît que 2 mots. Ciao et denaro. Elle vous demande si ça suffira. Vous répondez que c'est déjà un résumé efficace. Le déjeuner se termine avec la lenteur d'un dimanche, mais tout le monde sait qu'il faut retourner se préparer. Les bols s'empilent, les cuillères sont rincées à l'eau froide, et la cour se vide peu à peu. Vous restez un instant, observant la mousse verte entre les pavés, les herbes folles qui poussent contre le mur, et la fumée qui s'élève paresseusement de la cuisine. C'est un moment de calme volé à la journée, un interlude où l'on peut presque oublier ce qui vient. Presque. L'après-midi n'a pas encore étiré toute sa lumière que l'ombre d'une soutane franchit la porte. Le clergé, ici,
C'est un peu comme la pluie, parfois attendue, parfois redoutée, et toujours inévitable. Vous ne savez jamais s'ils viennent pour prêcher ou pour consommer. L'un ne contredit pas forcément l'autre, et cette ambiguïté est devenue presque un gag silencieux dans la maison. Le visiteur d'aujourd'hui est un prieur à la barbe soignée, au parfum d'encens qui rivalise avec l'odeur du bois brûlé dans l'âtre. Il s'installe avec l'aisance de celui qui sait qu'il sera reçu. La tenancière lui sert une chope de cervoise, et la conversation s'engage, solennelle, en apparence. Vous captez des bribes, moralité, charité, exemple à donner. Cela pourrait être un sermon improvisé, sauf qu'il ponctue ses phrases de coups d'œil appuyés vers les filles. Les historiens se disputent encore pour savoir si la fréquentation des maisons closes par des religieux était une pratique tolérée ou un scandale discret, soigneusement ignoré. Les archives témoignent parfois de punitions, parfois de simples rappels à l'ordre. Mais ici, l'ordre, c'est lui qui le donne, à sa façon. Une anecdote que vous aimez raconter vous revient. Un moine voyageur avait autrefois demandé l'hospitalité pour la nuit, promettant de prier pour toutes les âmes présentes. Le matin venu, il avait laissé, en guise de paiement, un petit paquet de cierges bénis. La tenancière les avait immédiatement revendus au marché à un vendeur d'objets pieux, et tout le monde avait trouvé ça très providentiel. Première blague du jour. Vous vous étiez demandé si les cierges portaient une indulgence pour usage commercial. Le prieur d'aujourd'hui n'est pas seul. Derrière lui, un jeune novice, le regard rivé au sol, se faufile presque jusqu'à disparaître dans un coin. Vous vous demandez lequel des deux est le plus mal à l'aise. Le novice tripote la cordelette de sa ceinture et vous avez presque envie de lui dire de respirer. Un fait historique, majeur, s'invite dans vos pensées. Dans certaines villes médiévales, les autorités ecclésiastiques elles-mêmes administraient des quartiers réservés, considérant qu'il valait mieux encadrer le vice que de le laisser se répandre. Un paradoxe officiel, presque poétique, qui faisait que les mêmes mains pouvaient bénir et taxer. La conversation à la grande table se déplace vers un ton plus bas. La tenancière fait signe à Élise, qui disparaît un instant et revient avec un petit coffret. Vous savez ce qu'il contient? Des bouteilles d'Hippocrate, ce vin épicé qu'on sert aux hôtes de marque. L'odeur de cannelle et de girofle se répand dans la pièce, masquant momentanément l'odeur de suif. Vous fermez les yeux une seconde. C'est presque une fête. Deuxième blague du jour. Jeanne, à côté de vous, murmure que si l'encens et l'Hippocrate se mélangent encore, il faudra inventer une nouvelle fête religieuse. Vous étouffez un rire dans votre manche. Vous observez le prieur, son index levé pour ponctuer un argument. Derrière lui, le novice lève enfin les yeux et croise votre regard. Ce n'est pas un échange séducteur, mais un moment suspendu, presque curieux. Il vous étudie comme on regarde une miniature enluminée avec un mélange d'intrigue et de distance. Vous détournez le regard avant que cela ne devienne un défi. Les historiens se disputent encore sur l'ampleur des sermons de réforme morale, donnés directement dans les maisons closes. Certains disent que c'était courant, d'autres que c'était rarissime et surtout théâtral. Ce que vous savez, c'est que chaque fois que cela arrive ici, il y a un prix caché derrière les mots. L'anecdote finale de la journée vous parvient par le biais de Mère Blé. Un ancien chanoine, qui venait autrefois régulièrement, avait juré que ses visites n'étaient que pour vérifier la santé des lieux, afin de protéger la communauté. Il n'avait pas précisé quelle communauté exactement. Troisième blague du jour, vous vous demandez si la confession serait plus rapide si on donnait au prieur une liste imprimée des péchés de la maison. Mais l'imprimerie n'existe pas encore, et peut-être est-ce mieux ainsi. Le prieur finit par se lever, bénissant vaguement la salle comme un capitaine qui salue l'équipage. La soutane disparaît par la porte, laissant un parfum d'encens, et l'impression que rien de ce qui vient de se passer ne sera consigné dans aucun registre officiel. Le novice, lui, vous adresse un dernier regard furtif avant de s'éclipser. Vous savez que ce genre de visite,
aussi ambiguë soit-elle, fait partie intégrante de la routine. Et vous retournez à vos préparatifs du soir avec l'odeur sucrée de l'hypocras encore accrochée à vos narines. Dans votre chambre, la lumière décline, filtrée par le tissu grossier qui sert de rideau. Vous déposez votre pomander sur la table et sortez la petite boîte d'herboriste que vous cachez sous une latte branlante du plancher. Le moment est venu de penser aux soins. Pas ceux qui font rêver, mais ceux qui empêchent de sombrer. Les maux du corps ne préviennent pas, et dans ce métier, ils coûtent plus cher qu'un bijou oublié. Le couvercle s'ouvre sur une collection disparate. Des sachets d'herbes séchées, un petit pot de graisse animale, une fiole d'huile d'olive que vous ménagez comme un trésor, quelques morceaux de cire d'abeille et une vieille cuillère cabossée. Vous triez. Aujourd'hui, ce sera infusion de sauge pour la gorge, cataplasme d'armoise pour calmer cette douleur sourde dans le bas du dos et un soupçon de vinaigre de lavande sur un linge pour rafraîchir le front. Un fait historique majeur vous revient. Au Moyen Âge, les maisons closes les mieux organisées avaient parfois une mère des soins, une femme plus âgée chargée de préparer remèdes et potions, souvent avec des connaissances transmises oralement. Les historiens se disputent encore pour savoir si ces remèdes étaient efficaces ou surtout psychologiques, mais vous savez qu'un linge chaud posé au bon endroit peut rendre une nuit plus supportable. Première blague du jour. Vous vous souvenez d'un remède que vous a conseillé un colporteur. Frottez ses pieds avec un mélange de graisse de porc et de menthe pour marcher plus vite vers les clients. Vous avez essayé et passé la soirée à sentir comme un pâté aromatisé. Vous allumez une bougie pour mieux voir. La flamme danse et projette sur les murs les silhouettes étranges de vos sachets suspendus. L'odeur des herbes réchauffées envahit la pièce et vous inspire une anecdote. L'hiver dernier, Jeanne avait juré avoir trouvé la potion miracle contre les courbatures, un mélange de vin chaud et de clous de girofle. Miracle peut-être, mais surtout, elle avait bu la potion avant de la tester sur les muscles. Résultat, elle n'a plus senti ses douleurs, ni beaucoup d'autres choses pendant toute la soirée. Vous préparez l'infusion de sauge, feuilles séchées dans un petit gobelet, eau chaude versée avec précaution depuis la bouilloire du couloir. Vous laissez reposer, le temps que l'amertume se mêle à l'odeur herbacée. Pendant ce temps, vous ouvrez la fenêtre pour laisser entrer un peu d'air. L'humidité de la rue monte jusqu'à vous, mêlée à l'odeur de poissons salés venus du marché. Vous refermez vite, pas besoin de parfumer vos draps à la morue. Deuxième blague du jour. En étalant longuant d'armoise sur vos reins, vous vous dites que si l'odeur chassait vraiment les mauvais esprits, il n'en resterait pas un seul dans tout le quartier. Le soin suivant est plus délicat. Un petit morceau de tissu imbibé de vinaigre de lavande que vous appliquez sur vos tempes. La fraîcheur pique un peu, mais vous appréciez ce bref vertige qui lave l'esprit. Vous fermez les yeux, imaginez une chambre plus vaste, un lit avec des draps changés chaque semaine et un silence qui ne soit pas percé par des rires ou des disputes derrière la cloison. Puis vous rouvrez les yeux. Le silence, ici, est rare et suspect. Les historiens se disputent encore pour savoir dans quelle mesure les prostituées médiévales avaient accès à la médecine officielle. Certains textes parlent de visites de inspecteurs de santé mandatés par la ville, d'autres laissent entendre que la plupart se débrouillaient seuls avec l'aide de guérisseuses locales. Vous savez que la vraie médecine coûte cher et que l'automédication, c'est moins un choix qu'une nécessité. L'anecdote qui vous revient pour clore ce moment de soin est celle d'un marin, tombé malade en pleine visite, qui avait juré que l'air de votre chambre l'avait guéri. Vous vous souvenez encore de son expression quand vous lui aviez montré votre sachet de menthe suspendu au-dessus du lit. Comme quoi, tout est dans la présentation. Troisième blague du jour. Vous vous promettez d'un jour étiqueter vos herbes avec des noms exotiques. Poudre de lune, essence de sirène, juste pour voir la réaction des clientes curieuses.
La bougie baisse, signe qu'il est temps de ranger. Vous refermez la boîte, replacez la latte, lissez la couverture du lit. Les soins du corps sont faits, reste à soigner l'image. Et ça, vous savez, demande souvent bien plus que des herbes et des onguents. Le soir tombe avec un mélange de précipitation et de lenteur, comme si la ville hésitait entre se calmer ou s'enflammer. Ce soir, c'est soir de foire. Depuis la fenêtre de votre chambre, vous voyez les lanternes s'allumer le long de la rue principale, les étals couverts de tissus colorés, les braises qui rougeoient sous les broches et la foule qui se resserre autour des jongleurs. Les cris des marchands se mêlent aux notes aiguës d'un joueur de vielle, et l'air sent à la fois le miel chaud, la sueur et la sciure. Vous descendez dans la salle commune. La maison bruisse déjà d'une agitation particulière. Les soirs de foire, la clientèle change. Marins qui sentent encore la corde mouillée, pèlerins chargés de coquilles et d'histoires, étrangers aux accents chantants ou gutturaux. On ne parle pas ici de fidélité. Ce soir, c'est la loi du premier qui attire l'œil. Un fait historique majeur s'invite dans vos pensées. Les foires médiévales n'étaient pas seulement des lieux d'échange de marchandises, mais aussi d'informations et de services, officiels ou non. Les historiens se disputent encore pour savoir si les maisons closes planifiaient volontairement leur soirée spéciale pour coïncider avec ces événements, ou si l'afflux spontané de visiteurs suffisait à remplir les chambres. Ce que vous voyez, vous, c'est une coïncidence bien trop parfaite pour être accidentelle. Première blague du jour. En voyant deux pèlerins titubants entrer, vous murmurez à Jeanne qu'ils ont probablement perdu le chemin de Compostelle, mais trouvé celui de la Cervoise. Elle manque de s'étouffer de rire. La tenancière vous appelle d'un signe de tête. Un groupe de 4 hommes vient d'entrer, vêtus de manteaux lourds brodés de fils dorés, probablement des marchands étrangers. L'un d'eux parle avec des gestes amples, une autre langue sur la langue. Vous comprenez quelques mots, soie, épices, voyage. Vous vous approchez, un sourire étudié sur le visage, et vous laissez le plus bavard dérouler son récit. L'odeur de cannelle qu'il porte vous donne presque envie de lui demander s'il a une épicerie cachée dans sa manche. Une anecdote vous revient. Il y a 2 ans, un jongleur célèbre avait passé toute une soirée ici, payant ses consommations en tour de passe-passe. Il avait fini par disparaître avec la bague d'un marin, et personne n'avait compris comment. Depuis, vous surveillez toujours les mains trop agiles. Les bruits de la foire entrent par la porte ouverte. Un marchand crie le prix d'un vin, meilleur que celui des moines. Un gamin passe en courant avec une pomme d'amour, une troupe de musiciens se prépare à jouer. Vous savez que cette énergie rend les visiteurs plus généreux et plus imprévisibles. Deuxième blague du jour. Élise parie avec vous qu'avant minuit, un client essaiera de payer avec un animal. Vous haussez un sourcil, mais vous vous souvenez de cette fois où un homme avait proposé un coq de compétition en guise de paiement. La tenancière avait refusé, avant de se raviser le lendemain quand elle avait compris qu'il chantait à l'heure exacte de la prière. Les échanges se multiplient. Vous jonglez entre les phrases polies, les rires discrets et la vigilance, repérez qui a trop bu, qui surveille la salle, qui s'éloigne pour compter ses pièces. Les soirs de foire, il faut être à la fois charmeuse, négociatrice et guetteuse. Les historiens se disputent encore pour savoir si ces soirées attiraient plus de profits ou de problèmes. Certains documents évoquent des querelles éclatées à cause de jalousies soudaines ou d'arnaques bien ficelées. Ce que vous constatez, c'est que chaque sourire donné ce soir doit rapporter avant que l'aube ne disperse la foule. Troisième blague du jour. Vous dites à Jeanne qu'avec tout ce monde, il faudrait peut-être inventer un ticket d'entrée pour la maison, comme à la foire. Elle vous répond que ça existe déjà, mais que ça s'appelle un mariage. La nuit s'installe et les lanternes éclairent désormais les visages comme des portraits tremblants. Vous sentez que la maison vivra ce soir une de ces nuits où l'argent circule vite et où les ennuis ne sont jamais loin derrière. Mais pour l'instant, la musique couvre tout
et vos pas vous entraînent vers la table suivante. La nuit est avancée quand les bruits de la rue commencent à changer. Le tumulte joyeux de la foire s'essouffle, remplacé par des voix plus basses, parfois pressées, parfois traînantes. Derrière les volets, on devine les ombres qui s'allongent, et dans la maison, les murmures se resserrent comme des filets. Les rumeurs circulent ici plus vite qu'un vin bon marché. Une première arrive par Élise, essoufflée après avoir reconduit un client. On dit qu'un marchand s'est fait détrousser près de la porte ouest et qu'il avait payé généreusement ce soir. La nouvelle se propage en un souffle, et déjà, certaines s'inquiètent. Si la garde fouille la ville, elle pourrait choisir la maison comme terrain de contrôle. Les historiens se disputent encore pour savoir si la réputation des maisons closes, comme repère d'information, était exagérée ou fondée. Mais vous savez que même sans espion officiel, la maison entend tout. Les clients parlent, parfois plus qu'ils ne devraient, et il suffit d'un mot mal placé pour que la rumeur devienne arme. Première blague du jour. Jeanne vous glisse qu'avec tout ce qu'on apprend ici, on pourrait écrire la Gazette des pavés et la vendre au marché. Vous lui répondez qu'il faudrait juste changer les noms, ou pas. Une anecdote vous revient, encore vive. L'hiver dernier, une voisine respectable était venue se plaindre à la tenancière du vacarme dans la rue. Moins d'une semaine plus tard, on l'avait aperçue en compagnie d'un jeune soldat rentrant à l'aube par la porte de derrière. Depuis, chaque fois qu'elle passe devant la maison, les filles lui adressent un salut particulièrement poli. Ce soir, la tension se lit dans les regards. Certaines clientes d'un soir repartent en jetant un coup d'œil derrière elles, comme si elles craignaient qu'on les ait vues. Les étrangers, eux, sont plus insouciants, mais l'ivresse de la foire se transforme lentement en un calme méfiant. Deuxième blague du jour, vous remarquez un homme assis au fond, seul, observant tout le monde avec intensité. Vous chuchotez à Élise qu'il doit sûrement écrire un poème ou dresser une liste d'arrestations. Un fait historique majeur traverse votre esprit. Dans de nombreuses villes médiévales, les dénonciations pouvaient être anonymes et les accusations de mauvaise vie suffisaient à déclencher des enquêtes. Les archives montrent que certaines maisons tenaient même des registres officieux pour protéger leurs habitués ou pour avoir des moyens de pression en cas de besoin. Une autre rumeur glisse jusqu'à vos oreilles. Une dispute aurait éclaté dans une taverne voisine entre deux hommes vus plus tôt ici. Personne ne sait si c'était pour une question d'argent, d'alcool ou de compagnie. La tenancière, elle, a déjà donné ordre de fermer la porte principale plus tôt que prévu. Troisième blague du jour. Vous dites à Jeanne que fermer plus tôt, c'est comme finir un ragoût quand il reste encore du pain. Frustrant, mais parfois nécessaire pour éviter l'indigestion. En regagnant votre chambre, vous sentez que la maison retient son souffle. Le feu dans la grande salle s'éteint plus vite que d'habitude, les chuchotements diminuent, et chacun semble se préparer à une visite éventuelle de la garde. Ce n'est pas la première fois que la nuit porte ses soupçons jusqu'ici, et ce ne sera pas la dernière. Mais, comme toujours, au matin, les rumeurs auront changé de cible. La maison est presque silencieuse, seulement ponctuée par le craquement du bois dans l'âtre et le froissement discret des robes qu'on replie. Vous sentez le poids de la nuit dans vos jambes, comme si chaque marche, chaque sourire forcé, chaque conversation calculée y avait laissé un grain de sable. Dehors, l'aube n'est pas encore levée, mais le ciel pâlit déjà à l'horizon. Vous éteignez la dernière bougie de votre chambre, laissant la pièce se dissoudre dans la pénombre. Le parfum de lavande de votre pomander s'est presque éteint lui aussi, remplacé par l'odeur plus brute du linge froissé et du bois refroidi. Vous vous asseyez sur le bord du lit, les mains posées sur vos genoux, et laissez la fatigue couler doucement, comme un seau qui se vide goutte à goutte. Un fait historique majeur vous revient. Certaines maisons closes médiévales imposaient un couvre-feu interne, obligeant toutes les filles à être rentrées avant un certain signal de cloche. Les historiens se disputent encore pour savoir si c'était pour protéger les travailleuses ou pour mieux contrôler leurs revenus.
Ici, la cloche, c'est la voix sèche de la tenancière annonçant « On ferme ». Et ce soir, elle a sonné plus tôt que prévu. Première blague du jour. Jeanne, en montant l'escalier derrière vous, a dit qu'elle allait dormir comme un moine en prière, c'est-à-dire immobile et avec l'air d'y croire. Dans le couloir, les pas se font rares. On entend juste le bruit métallique d'une clé tournant dans une serrure et le glissement d'un verrou. Vous retirez vos chaussures, puis votre jupe, que vous pliez en deux avant de la poser sur le coffre. Le geste est mécanique, mais il a quelque chose de rassurant. Mettre de l'ordre dans ses vêtements, c'est mettre un peu d'ordre dans la journée. Vous repensez à une anecdote. Un soir d'été, un marin avait insisté pour rester jusqu'au matin pour protéger la maison. En réalité, il s'était endormi sur une chaise, et au réveil, il avait juré que c'était le meilleur lit qu'il ait connu. Vous vous demandez parfois si certains viennent chercher autre chose que ce qu'ils prétendent acheter. Deuxième blague du jour. En détachant vos cheveux, vous vous dites qu'ils devraient envoyer une déclaration d'impôt après avoir travaillé aussi dur à tenir vos coiffures. Vous vous glissez sous la couverture rugueuse, la chaleur se faufilant lentement entre vos membres engourdis. Dehors, un coq chante, un peu trop tôt ou un peu trop tard. Vous écoutez encore un instant le murmure de la maison qui s'endort vraiment, les soupirs derrière les cloisons, le bois qui se relâche, le chat qui saute sur une chaise en quête d'un dernier morceau oublié. Troisième blague du jour. Vous imaginez le chat rédigeant un rapport sur la soirée, pour la postérité. Le sommeil commence à s'insinuer, doux et lourd à la fois, et dans cet entre-deux, vous réalisez que chaque journée ici est un petit siège à survivre. Vous ne survivriez probablement pas une seule journée comme prostituée au Moyen Âge, et pourtant, ce soir encore, vous avez tenu. Et maintenant, tout ralentit. Les bruits de la rue se sont dissous dans le matin qui n'ose pas encore se lever. La lumière, douce comme un souffle, glisse sous la porte et s'étale au sol, effaçant peu à peu les ombres de la nuit. Vous sentez le tissu rêche contre vos mains, le parfum lointain d'herbes séchées qui flotte encore dans l'air et la lourdeur agréable qui gagne vos paupières. Chaque détail perd de son importance, comme si la ville entière décidait de se taire pour vous laisser reposer. La chaleur de la couverture devient un cocon, et vos pensées se font lentes, étirées, comme un fil qui s'effile doucement. Les visages, les voix, les éclats de rire et les regards se mêlent dans une brume sans contour. Vous laissez tout glisser, comme on laisse filer l'eau d'un ruisseau entre ses doigts. Bientôt, il ne reste plus que le battement tranquille de votre cœur et le souffle régulier qui vous berce. La journée est terminée. Le monde peut attendre. Reposez-vous.